You want to watch that new movie, Army of Darkness? Don't you mean Land of the Dead? Yeah, whatever. It's 2.5 hours. So all I need is some time to pass until I get buried in the ground. That's all roll the clip. Mr. Ward, how would you like to make $50 million? America's director, Zack Snyder, is back. And no, it's not with a heavily re-edited version of a film he already shot. It's now a heavily re-edited version of a film he already shot. Why, it's Army of the Dead. Everything's come full circle for Zack and the Zombies, going way back to his first big movie, the 2004 remake of Dawn of the Dead. Although this time it's no longer Milwaukee in ruins, it's Las Vegas. Zombies have taken over the city and a crack team to go inside, whatever. Kablamo! Jay! How much did you hate the film? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 39. Cette semaine, émission nature et découverte, foutoir et surprise. L'été arrive, les petites fleurs gazouillent, les oiseaux se chatouillent, le soleil nous gratouille, le peuple mange des nouilles, les policiers te fouillent, on en a plein les couilles. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme, beaucoup de choses, parce que ça va être un peu une émission fourre-tout des choses que notre équipe de spécialistes a vues les semaines passées. Nous allons commencer par le nouveau film de Guillaume Braque, À l'abordage, qui est sorti sur Arte. Puis nous parlerons de Des hommes de Lucas Belvaux avec Gégé Depardieu et JP Daroussin. Puis des séminaristes de Ivan Ostrochowski. Merci. Ensuite, nous parlerons de The Last Hillbilly 2. Ils sont deux et ils s'appellent Diane Sarah Bousgarou et Thomas Jenkoé. Merci. Ensuite, donc, nous parlerons du nouveau film de Alexandre Aja sorti sur Netflix, Oxygène, avec notre copine Mélanie Laurent. Puis nous parlerons de Wrath of a Man, un homme en colère de Guy Ritchie. Pour finir en apothéose avec le nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead. Zack Snyder dont on n'a pas parlé ici depuis bien une dizaine d'années, depuis la sortie de son catastrophiquement nul à chier Sucker Punch. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, vous l'aurez donc compris, il a la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir Thomas. Est-ce que j'ai besoin de chercher mon prénom sur ma fiche? Non, a priori ça va, ça je le connais. À la mise en son de cette émission, donc il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et donc voilà qui peut-être lui aussi nous parlera du film de Zack Snyder, car en bon cinéphile, Valentin a vu le film de notre ami Zakounet. Donc voilà, beaucoup de choses, il y a sorti beaucoup de choses ces semaines passées. Avant de passer donc à cette section critique remplie qui nous rappellera on va dire les émissions qu'on faisait il y a à peu près 10 ans, mon cher Thibaut. On faisait 8 ou 9 films par émission. C'était la foire à la saucisse, comme on dit, avant que nous ne devenions un petit peu exigeants. Donc, les agenda local. Ce week-end, à Rennes, le film de dimanche soir que nous avons la joie de vous proposer avec Le Cinéma est mort, donc revient au Cinéma Arvor, dans le tout beau, tout neuf Cinéma Arvor, qu'on va se faire un plaisir de saloper. Donc c'est dimanche 20 juin à 21h, ce sera The Wicker Man de Robin Hardy, film culte avec Christopher Lee, à ne pas confondre bien sûr avec le remake de Neil Labute avec notre autre ami Nicolas Cage. Là c'est un film autrement plus chef-d'œuvresque, donc The Wicker Man, film panthéiste, païen et totalement dégénéré, que nous vous encourageons à venir voir ou revoir, parce que c'est un des très grands films de l'ère fantastique britannique des années 70. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il a même été classé dans le top 100 des meilleurs films britanniques jamais réalisés, il me semble, par BFI, ou un truc comme ça. Et donc en tout cas, c'était le film préféré de Christopher Lee de sa filmographie, qui quand même a pas une filmographie tout à fait dégueulasse.
Sinon, agenda national, hein, beaucoup de choses. C'est bon, c'est parti pour le gros bordel. Tout le monde balance tous ces films en même temps. On en parlait un petit peu en antenne avant avec Justine. Il y a le nouveau film de Elie Weisman, Médecin de nuit, avec Vincent Macaigne. Sinon, il y a un film, on parlera dans 2 semaines, c'est le documentaire 143 rue du désert. Sinon, pour les gens qui aiment avoir peur, il y a Sans un bruit 2 de... Comment il s'appelle déjà 102 bruits, du coup. Oui, voilà, c'est ça, de merde. John Krasinski. Oui, c'est ça, exactement, le copain du grand Simon qui s'identifie à lui dans 13 Hours de Michael Bay parce qu'il est grand et barbu et un peu empoté comme Simon. Sinon, On avait bien aimé le premier volet. Oui, c'était pas si mal, ouais. Et sinon, il y a le nouveau film de Bruno Podalides, Les Deux Alfred, qui sort demain. Moi, j'ai bien envie de voir ça. Il y a un nouveau film fantastique français à tendance sociale, donc probablement pénible, qui sort, qui s'appelle La Nuée, avec genre des abeilles qui vont attaquer. Qui a des très bons retours. Hein. Mais ça a l'air très bien. Hein. Qui a des très bons retours pour l'instant. De Juste Philippot. Juste Philippot. Donc c'est Philippot alors. C'est juste Philippot. Si nous pouvez ne pas citer Francis Weber dans cette émission, s'il vous plaît. Sinon, il y a un film qui sort enfin en France qui s'appelle Sound of Metal, qui se tape une grosse réputation depuis l'année dernière avec Riz Ahmed. Riz Ahmed, oui, c'est ça. Sur un batteur de métal qui devient sourd. Exactement. Quel auréum. Oui, non, c'est tout. Donc il y a aussi Un homme en colère, je le disais, de Guy Ritchie qui sort demain, je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a un film qui sort aussi que maintenant en France étonnamment et qui est super chouette, qui s'appelle L'un des nôtres avec Kevin Costner et c'est Jan Lane. Ah oui. Un film, un genre de proto-western où des grands-parents vont aller récupérer leur petit-fils d'une famille de Marlowe et tout, et ben c'est vraiment chouette. Il y a un vrai beau côté Americana. Et sinon, donc sort demain un documentaire dont on avait parlé au mois de février dernier, si je ne m'abuse, donc Crock of Gold, Few Rounds with Shane McGowan de Julian Temple, qu'on espère quand même bien voir un jour à Rennes, on ne sait jamais. Donc voilà, beaucoup de choses, mais nous ne parlerons pas du tout de tout ça la semaine prochaine, puisque nous ferons une émission spéciale Robert Zemeckis en compagnie. Spécial Jean-Baptiste Massuet. Voilà, exactement. Une double spéciale même. En compagnie donc de notre éminent intérimaire de luxe, donc le docteur J. Bowles Massuet from the University of Rennes, qui donc viendra nous parler de son cinéaste préféré, Bob Zemeckis, dit aussi Bob le Rouge. Donc voilà, joyeux programme. Bob les mains jointes. Bob le magenta. Bob le rose. Crimson Bob. Crimson Bob. Donc voilà, gros programme, hein. On va passer tout de suite à la section critique de cette émission, car donc il y a beaucoup de choses. Et donc comme on va partir à l'abordage, tout de suite une petite chanson de pirate. La 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 la. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Petra Haddon avec Lenny Pickett pour Sunshine Life for Me, donc qui est une reprise d'une chanson de Ringo Starr. On peut entendre sur son premier ou son deuxième album, si je ne dis pas de bêtises, donc chanson un peu maritime, un peu pirate, car donc nous allons parler dès à présent du nouveau film de Guillaume Braque, À l'abordage, qui est dispo depuis 2 ou 3 semaines sur le site de Arte, puisque donc, le film a connu uniquement une diffusion télé, à part peut-être quelques festivals, mais non, c'est pas possible, il n'y avait pas de festival l'année dernière. Et donc Guillaume Braque, on le connaît notamment grâce à son long métrage précédent qui date de 2013 ou 2014, qui s'appelait Tonnerre, qui était avec Vincent Macaigne. Et Guillaume Braque appartient un petit peu à cette génération que les cahiers du cinéma ont appelé genre la nouvelle vague, la nouvelle jeunesse du cinéma français. Nouvelle vague. La nouvelle vague où il y avait des Justine Triet, des Antonin Perret-Jadot, tout ça. Et donc lui, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'avait pas fait de long métrage. Et donc de quoi que ça parle à l'abordage? Eh bien, il s'agit tout simplement de 2 potes, 2 jeunes de banlieue parisienne. Il y en a un des deux qui le soir du 14 juillet a réussi à pécho une meuf sur les bords de Seine. Et donc il a le cœur qui est tout émoustillé. Sauf que cette demoiselle-là part en vacances dans la Drôme. Et donc il décide excellent choix. Voilà, excellent choix, mon cher Thibaut, vous avez confirmé. Et donc il décide d'aller lui faire une petite surprise et de la rejoindre dans le village où il passe ses vacances avec ses parents. Et donc ils vont partir en covoiturage avec un jeune blanc-bec qu'il surnomme Chaton pour aller la rejoindre. Mais donc évidemment ça ne va pas se passer comme prévu, parce que la jeune donzelle, bien sous tout rapport, n'est pas foncièrement super contente de voir débarquer ces 2 Zoulous dans son quotidien. Se montre légèrement rétive. Exactement, elle se montre légèrement rétive, et donc ils vont passer une partie de leurs vacances
commence dans un camping très propre où il n'y a pas de gros Hollandais. Et c'est quand même une surprise pour un camping. Et donc évidemment, ça va être leurs 2 semaines d'été où ils vont donc déambuler dans la Drôme, voir un petit peu des amours fleurir, des conflits secrets, mais aussi des amitiés, des rapports peut-être plus fins qu'ils ne pensaient pas avoir dans leur on va dire, environnement d'origine. Donc Guillaume Braque, comme Tonnerre, et aussi sur ses courts-métrages précédents, on va dire, draine un peu le même principe de mise en scène et le même genre d'histoire qui se recroisent avec des gens qui déambulent, même si la tonalité est foncièrement moins dépressive que dans Tonnerre, où on suivait un Vincent Macaigne à calvitie et cheveux longs qui déambulait dans un bled sous la neige, donc pas super funky. Là, au contraire, c'est un petit peu plus frais, on va dire. C'est un film de vacances qui pourrait faire penser, comme disait le doc, je crois, avant l'émission, à un film de Rohmer, mais pas chiant et pas prétentieux. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal. Même si, moi, je trouve le film effectivement assez frais, comme on dit, assez sympathique, notamment grâce au paysage de la Drôme. Mais j'ai suivi ça plus avec un intérêt poli, et ce qui rehausse vraiment le ton du film, je trouve, c'est plutôt les acteurs qui arrivent, qui sont que des acteurs amateurs, ou alors qu'on n'a jamais vu ailleurs, en tout cas pas moi, et qui justement participent à ce côté frais, alors que finalement c'est un canevas assez classique de chronique d'été qu'on aurait pu le voir justement dans plein de films de Rohmer ou de films français pénibles, quoi. Docteur. Bah oui, effectivement, oui, on sent bien le côté un peu romérien de marivaudage, d'amour qui réussissent ou pas, de rencontres qui réussissent ou pas. Mais avec des personnages qui ne sont pas romériens. Voilà, alors avec des personnages d'une part, enfin, s'il y a un personnage qui pourrait être romérien, c'est c'est Chaton, mais qui justement est traité de manière un petit peu décalée, qui est un petit peu on va dire le contrepoint comique du duo de. C'est vrai qu'il pourrait être vu comme un perso de Rohmer qui serait joué par Melville Poupeau, qui serait un peu un genre de grand mec pas très dégourdi, qui veut pécho toutes les meufs et qui finalement est un peu maladroit. Mais sauf qu'on n'est pas chez Rohmer, c'est pas comme dans cette horreur qui s'appelle Un conte d'été, où le mec il a quand même 3 gonzesses sous le coude et il arrive à faire tout foirer parce que c'est juste un connard, quoi. Bah c'est voilà. Alors là le truc c'est que c'est pas. Je suis pas un gros fan de Rohmer, par exemple. Là, voilà, on sent bien. Non, là le truc c'est qu'effectivement les personnages moi j'ai trouvé sont extrêmement sympathiques, c'est-à-dire que c'est pas du tout des personnages sans défaut ni rien du tout, mais chacun a un trait de caractère en fait qui le rend un peu touchant, et justement l'ironie, on va dire, de ce qui va se passer un peu dans l'histoire, dans les histoires sentimentales, joue avec justement ce caractère, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le beau gosse qui est aussi une espèce d'âme romantique en fait, mais qui en fait un peu trop justement, et qui justement au début du film passe quand même pour être un mec un petit peu désagréable, justement parce qu'il est hyper arrogant avec Chaton, il est sûr de lui, gonzesse, il est vraiment un Jean-Michel Mathieu, quoi, qui dit oh mollo connard, quoi. Et puis il y a son pote qui lui qui est physiquement est un dodu, et voilà est un dodu, voilà, je veux dire, mais interprété, tous les acteurs sont très bien. Moi j'ai trouvé tous les acteurs du film sont vraiment très bien, et qui justement qui est plus timide, qui a des super t-shirts. Des t-shirts de Ghost Dog, des t-shirts de Ghost Dog et de amis et des enfants loups. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très agréable. Bon t-shirt dans l'émission, ça faisait longtemps. Voilà, et surtout des personnages des acteurs qui ne jouent pas, comment dire, qui ne surjouent pas les personnages de cité. Alors ça, ou les personnages des classes populaires, parce que de cité, je pense que c'est un peu réducteur, parce qu'il y a rien qui nous indique que c'est des gamins qui vivent dans une cité. C'est des jeunes adultes, mais on les voit jamais. On les voit pas. Je veux dire, mais ils sont, je veux dire, ils ont pas du tout tu vois, en termes de, c'est stupide, hein, mais en termes de niveau de langage et tout. Enfin voilà, ils ont un parler qui est un parler. Moi, je trouve qui est assez crédible en fait, et qui change un petit peu justement du surjeu. Où tu te donnes ton origine sociale par ton langage, et ça je trouve que c'est assez intéressant, même si on sent bien qu'effectivement il y a d'un côté eux qui représentent les classes populaires, et puis le petit blanc, quoi, qui lui vient d'une famille beaucoup plus bourgeoise, une mère un peu possessive, mais qui lui aussi justement se débarrasse très vite de ces clichés de petits bourgeois, et ça c'est assez intéressant de voir, que j'ai trouvé ça assez intéressant dans le film, de voir comment est-ce que justement Braque essaye quand même de détourner un petit peu, et justement de pas faire de la question sociale le fond de son truc. Et c'est dans ça que je pense que le film est assez optimiste quelque part, parce que ça montre une France qui est une France finalement assez apaisée.
en tout cas dans la jeunesse, en termes de relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On sent bien que de temps en temps, il y a des moments c'est un peu chaud, il y a des moments, voilà, on sent que ça pourrait ressortir, mais Il y aura les des personnages paroles clichés qui voilà. vont revenir en fait. Mais dans les personnages paroles du eux-mêmes personnage. semblent avoir conscience de ça et veulent pas jouer ce rôle-là. Et ça, j'ai trouvé ça. Je trouve que les acteurs interprètent plutôt bien ça. Moi, je trouve ce qui fait qu'on n'a pas du tout ce sentiment de distance en fait qu'on pourrait avoir en se disant ah bah oui d'accord c'est encore un film sur des jeunes de cité qui vont se retrouver dans un milieu beaucoup plus blanc voilà et où voilà il va y avoir des frictions des machins et en fait toutes ces histoires de frictions en fait se disparaissent très très vite en fait parce que je pense que c'est pas le propos du film de Braque. Braque lui voilà on sent qu'il est effectivement beaucoup plus voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus finalement les histoires de sentiments. Et moi, j'aime quelque part la morale finale du film. Moi, je l'ai trouvée assez satisfaisante dans la mesure où, justement, sans trop révéler ce qui se passe, mais voilà, ceux qui chopent sont pas ceux qu'on croit. Ceux qui ont des histoires d'amour sont pas ceux qu'on croit. Ceux qui ont des réveils de conscience sociale sont pas ceux qu'on croit non plus. Et j'ai trouvé que de manière relativement légère et relativement vite fait comme ça, sans trop s'apesantir sur le discours, je trouve que voilà, le fait de pas avoir alourdi ça avec du discours sociopolitique, je pense que c'est aussi ce qui fait que le film est assez agréable à regarder. Justine. Je vous rejoins totalement. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je me suis pas du tout ennuyée une seule seconde. J'ai trouvé même le film assez drôle et très très bien écrit, ce qui enlève un peu des fois des défauts pas des défauts de mise en scène, mais quelques lacunes où on sent que c'est quand même un peu pris sur le vif. Mais moi, j'ai trouvé que ça donnait au film quelque chose de très humble et très très appréciable à regarder. Je trouve que Braque filme très bien ses personnages, il n'y a jamais de condescendance et ça c'est vraiment plaisant. Et les personnages secondaires, je trouve qu'ils ont une vraie passe, ils sont jamais laissés de côté, jamais mis de côté. On les suit tout autant que Félix et sa petite amie d'un jour, d'une semaine. Et j'ai trouvé ça extrêmement plaisant à voir. La sœur de la copine, le beau gosse qui fait l'infirmerie dans le camping, la mère de famille avec son jeune enfant. Enfin voilà, il y a effectivement plein de personnages secondaires qui pourraient sembler, on se dit oh là on va avoir du cliché et en fait sans trop y toucher, il arrive à se la entre ça. Ouais. Et puis le film vacille, comme tu l'as dit Erwan, en fait à un moment tout se délie et le propos change complètement et je suis pas sûre que Braque veuille forcément imposer un propos. Je trouve que le film est pas du tout manichéen, on est très vite en fait dedans, c'est-à-dire qu'on les suit un tout petit peu au début, Félix du coup le perso principal chez une mamie qui l'aide, mais il y a jamais c'est pas un propos civique, on n'est pas là pour dire regardez comme ce jeune homme, même une vieille dame, il y a pas, je trouve que c'est toujours très léger mais à la fois très onirique un petit peu. Il y a cette vape comme ça qu'entoure le film que j'ai trouvé vraiment hyper fraîche, mais aussi hyper intéressante parce que c'est assez rare de voir ça au cinéma. Mais ça amène peut-être moi le truc où quand même ça manque un peu de conscience de classe et de rapport politique. Je trouve que Braque est jamais frileux, il est toujours frileux par rapport à ces choses-là. Et du coup là on a plus à faire un conte naïf en fait finalement. Fable, hein. Exactement. Mais ce qui, je pense, le film aurait gagné en densité s'il avait peut-être appuyé certaines choses pour les rendre politiquement plus intéressantes, mais sans jamais tomber dans le propos civique. C'est aussi que c'est pas socialement plus intéressante peut-être. Exactement. Mais moi j'ai l'impression que ça résonne un peu avec ce que vivent les personnages qui eux ne sont pas du tout dans des histoires de conscience de classe. C'est-à-dire que c'est pas du tout du militant. On n'est pas chez le fils Bourdieu avec tout le monde qui est hyper conscient tout le temps de tout quoi. Là c'est juste des mecs qui essayent de choper, des filles qui essayent de choper aussi mais qui savent pas trop forcément. Personne sait trop ce qu'il veut dans ce film-là. Ils sont pas conscients de leurs sentiments. Ils savent pas en fait. On apprend avec eux tout le long du film. On les suit et moi j'ai trouvé cette fuite à la fin, le fait que le film se termine comme ça sans en dire un mot, mais j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait il y a pas, encore une fois ça rapproche pas le film d'un biais un peu parasité par un côté manichéen et tout, mais justement genre ça nous laisse la porte ouverte et on les a suivis le temps d'un film qui est assez court, je trouve. Finalement 1h30 il en fait des choses hyper bien et il arrive aussi pareil à voir ses persos dans le cadre mais de façon très spontanée. C'est pas très recherché en fait d'un point de vue de mise en scène, d'un point de vue montage, c'est quelque chose, un objet qui est quand même très simple et très humble mais qui se regarde très très bien parce qu'on sent tout au long du film vraiment l'amour
qu'il a pour ses persos. D'ailleurs, la petite fille de la maman, c'est vraiment sa fille. C'est très sympa d'ailleurs, qui est mignonne comme tout. Dans complètement, qui est adorable. C'est un bébé qui est magnifique. Et du coup, un bébé de cinéma, quoi. Un bébé de cinéma, voilà. Bah, de toute façon, qui est toute sympatoche, voilà. Et moi, c'est vrai, voilà, c'est ce truc que j'aime. Moi, j'ai bien aimé cette absence de déterminisme scénaristique dans la caractérisation des personnages. Le fait que au bout d'un moment, tu dis ah bah lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça. Et puis en fait, ils réagissent pas forcément comme tu t'attends à ce qu'ils réagissent. Et voilà, ils sont pas destinés en fait à agir comme des personnages, ce qui fait que ça les rend plus réels finalement. Exactement, parce que le personnage de Edouard, le petit blanc-bec qui sort d'école de commerce, qui est un peu dans les jupons de sa maman, en fait, finalement un polo devient couleur pastel. Finalement, il devient un personnage extrêmement sympathique, alors que Félix, qui est à la base celui pour lequel on a le plus d'empathie, finalement s'avère peut-être être celui qui ne sait pas trop gérer et gère un peu mal, et j'ai trouvé ça très touchant en tout cas de voir comment on évolue comme ça à Die dans la Drôme. Ah, mais ils sont dans le Diois. Ah oui. C'est très joli, hein. C'est tout à fait charmant, hein. Mais Le c'est décor, à Louisiane, Thibaut, il connaît, alors. J'y habitais là-bas, oui. Voilà, moi, j'ai regardé le film, en plus, il faisait super beau dehors, et en fait, ça allait très très bien avec le beau temps, avec la chaleur et tout. C'est vraiment un film d'apéro pastoche, quoi, tu vois. C'est un film d'été, Un film d'apéro pastoche. C'est vrai, avec le camping, tu vois, tout ça. Donc, un film d'apéro pastoche, c'est. Une scène de karaoké, par exemple, qui est très sympa. D'amour. Il y a une scène de karaoké qui est très super sympa avec la belle. scène de karaoké. Quand il chante Aline, Voilà, c'est très très où beau. les personnages se réunissent, où ils se révèlent un peu. Staline, pour que tu reviennes. On a dit pas politique. Ah pardon. Non, c'est pas de la politique, c'est. Mais après, c'est vrai que ce côté voilà, léger, c'est patrimoine. Je trouve que ce côté léger, c'est effectivement à la fois la force et la faiblesse du film. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que le film est très sympathique, mais ça reste quand même, voilà, ça reste un film relativement récréatif. Voilà, il faut pas y voir, je pense. Récréatif, le super coiffeur. Voilà, exactement. Le grand film à thèse, Donc c'était À l'abordage de Guillaume Braque, qui est toujours disponible sur le site d'Arte. Et pour quitter le monde de la légèreté, nous allons aller en Slovaquie avec donc les séminaristes de Ivan Ostrochovski, qui est sorti depuis quelques semaines en salle. Et donc c'est un film drôle que Justine a vu. Alors, que vaut ce film slovaque? Je crois qu'on n'a jamais fait de film slovaque dans cette émission parce que je ne sais même pas où le mettre sur la carte. Alors on n'est pas là pour faire un cours de géo. Thibaut, mais où est la Slovaquie? Notre géographe. C'est au sud-est de la République tchèque. Absolument. Bravo. Donc, bon les séminaristes. J'en attendais beaucoup parce que sur le papier, comme je le disais en off avant l'émission, il y avait un peu, ça cochait les cases de mes films préférés, c'est-à-dire des films de curé en noir et blanc qui se passent en Europe de l'Est sous l'ère communiste. Vous voyez, Justine aime vraiment le fun, hein. Oui. Et en elle fait, aime Zulawski, là, c'est les. Ouais, j'adore. Mais là, on est loin de tout ça. Et donc, de quoi ça parle un petit peu? Donc, c'est deux jeunes qui arrivent dans un séminaire donc d'église et qui se rendent très vite compte que l'église est un petit peu embrigadée par l'État communiste à ce moment-là et par la police. Il y a une espèce de police secrète qui vient et qui veut amadouer tout ce cortège de beau monde pour les faire vaciller dans le camp communiste, évidemment. En tout cas, pour les contrôler. Sur le papier, et ça part un petit peu au début sur un film noir, puisqu'on voit un corps, les décors sont très vite posés, et on est dans une ambiance très très sombre, et on se dit ah ok d'accord, comment le cinéaste va réussir à mettre en scène tout ça, et il le met pas du tout en scène, puisqu'en fait c'est une succession de tableaux. Alors visuellement, esthétiquement, plastiquement, tout ce qu'on veut, c'est très joli, c'est très léché. Ça m'a fait un petit peu penser à The Lighthouse de Robert Gerd. Très léché, mais du coup chiant. Très chiant. En fait, le film dure 1h20 et c'est monumentalement long puisqu'il ne se passe rien. On a vraiment du mal à saisir les enjeux. Et le film dure combien de temps? 1h20 à tout casser. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment l'exemple typique d'un film de poseur qui s'émancipe complètement de son enjeu politique, puisque pour le coup, il est véritablement là. Et le film est tellement encarté dans sa sombritude, c'est quelque chose de très âpre et de pas du tout léger, qu'en fait il se laisse complètement submerger et il est jamais tranchant. En fait, on a des successions de corps, souvent filmés en plan moyen, souvent mis à nu ou en soutane, voilà. Et il n'y a jamais de véritable propos dans ce film, ce qui, je trouve, est très dommageable parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir sur un sujet pareil, a priori, normalement, voilà, quelque chose d'un peu politique. On pense un peu à ce qu'a fait... j'ai oublié le nom du cinéaste, c'est un nom polonais, comme Ida, par exemple. Magnifique film. Voilà, qui est un film magnifique. Pawlowski quelque chose comme ça. Bougez.
Et là, c'est véritablement pas du tout le cas. On a affaire à, en fait, c'est ça, une succession de tableaux tous plus beaux les uns que les autres, avec très peu d'idées de mise en scène, mais des idées de raccords assez fulgurants, qui viennent comme ça, comme des épiphanies un petit peu ponctuer le film. Mais ça ne fonctionne, je trouve, pas du tout. On s'emmerde véritablement dans ce film-là, et on ne comprend pas l'enjeu du tout. Je pense qu'il y a un coche qui a été complètement loupé, et on a voulu faire esthétiquement d'un sujet comme celui-là, politiquement très problématique et très inquiétant, qui pourrait être quelque chose beaucoup plus engagé, ou en tout cas beaucoup plus à thèse, qui montre vraiment les choses, juste un sublime film en noir et blanc en 4/3, mais qui est complètement creux. C'est une vraie coquille vide. Donc à l'inverse du Ida de Pavel Pawlikowski. Voilà. Mais donc un film ultra formaliste qui est prisonnier de son esthétique. Il n'y a pas de fond, il y a rien qui en ressort. Donc voilà, c'était le moins bon film de la semaine que j'ai vu. Les séminaristes, donc ils sont habillés pour l'hiver, nos donc les séminaristes de Ivan Ostrowski. Et autre film qui va se faire tailler un petit short, donc c'est Le Des Hommes de Lucas Belvaux, qui est sorti il y a 10 jours, où Lucas Belvaux a tous ses films, je dis putain, c'est un super speech, super cast et tout, ça a l'air cool, c'est un mec un peu solide, Anouk, Aval, machin, tout ça, et à chaque fois tu et en fait non. Donc c'est-à-dire que là, donc Des Hommes, ça parle de deux cousins qui sont joués par notre ami Gérard Depardieu et par Jean-Pierre Daroussin, et leur sœur par la terrible Catherine Fro. Et donc un jour, lors de la fête d'anniversaire de cette bonne vieille catoche, ils font une fête dans leur petit village, et là arrive donc le frère de Catoche, qui est joué par Gérard et qui est ivre-mort, hein. Il le fait très bien, acteur studio, hein. Et donc il va créer un genre de mini scandale parce qu'il aurait volé un truc, il traite les Arabes de crouilles et de bico, donc évidemment ça fait un pataquès pas possible. Et donc les deux personnages vont se rappeler leur jeunesse, leurs 20 ans passés en Algérie, dans les Aurès, voilà, lors des événements d'Algérie, comme on le disait à l'époque, où ils étaient donc dans le même régiment, où pour les deux c'est parti un petit peu en sbeul, parce que genre apparemment c'est la guerre, puis on torture des gens, et puis on tue des mecs, quoi. Et donc ils vont se rappeler par le biais de très nombreuses voix off tout ce qui s'est passé, sauf que il y a tout de suite un décalage qui se crée, parce que tous ces personnages-là, ils le disent eux-mêmes, sont un peu des ploucs, des gens qui sont pas vraiment éduqués, mais qui par contre parlent et écrivent des lettres avec une langue qui est très très littéraire, qui est très belle, qui est très écrite. On sent vraiment le sens de la formule, et en fait il y a un truc qui est en décalage total entre les choses qui sont montrées et les personnages qu'on voudrait nous représenter, justement. Et donc il y a un truc qui marche pas du tout, qui devient justement un peu plombant. Tout le milieu du film est quand même particulièrement pénible. Enfin, et encore, le pire, c'est vraiment l'intro, parce que c'est du cabotinage, mais genre 10 000 de la part de tout le monde, avec Daroussin qui essaie d'en faire le moins possible, genre en fermant totalement son visage, avec Gérard qui surjoue le mec ivre-mort qui gueule, qui fait on s'accroche à moi, lâchez-moi, je suis bourré, je suis pas bourré, c'est pas moi, je crois qu'il pleut et tout. On fait des caisses dans tous les sens, avec une mise en scène qui du coup est genre à l'avenant, qui va être plus dans la performance de la caméra, pour montrer justement la performance des acteurs. Et donc il y a un truc qui fonctionne pas du tout, alors que les scènes de flashback où on les voit un peu plus jeunes, où il n'y a pas de parole, sont pour le coup les scènes qui fonctionnent le mieux, où c'est là où il y a vraiment une véritable émotion qui se crée, et une alchimie entre les deux acteurs qui jouent Daroussin puis qui jouent Depardieu jeune, où là il y a vraiment un truc assez intéressant. Pas du tout sur le filmage de la guerre, parce qu'il y a quasiment pas de scène de guérilla ou bien pas de scène d'assaut, mais plus sur la question du deuil, sur la question de la mort, et des relations plus ou moins compliquées entre ces deux cousins, dont le perso de Depardieu qui est un véritable fils de pute. Mais au bout du compte, pareil, le film fait 1h40, a priori ça va, c'est une genre durée honnête de film respectable, et finalement ça devient hyper plombant. Sur la fin, c'est un peu tendance à se rehausser un petit peu, mais globalement c'est vachement pesant, et justement le fait de cette langue ultra littéraire qui ne colle pas du tout à aucun de ces personnages, ça devient très vite plombant. Et c'est vraiment un truc assez bizarre. On a l'impression de voir un mec qui est genre, c'est genre son premier film. C'est un mec qui sort d'une fac de lettres et qui veut montrer qu'il écrit bien, mais aussi qu'il peut faire des belles images. Et donc du coup, ça devient quand même un peu pénible. Et c'est fait comme souvent ça avec Lucas Belvaux, qui a des super pitch, des super acteurs, et où finalement il n'arrive jamais à creuser totalement le sillon que lui-même
nous avait annoncé, quoi. Donc c'est quand même un film un peu plombant. Et moi, j'attendais quand même pas mal de choses parce que le film a comme aussi une bonne réputation. Et finalement, c'est quand même un peu relou. Donc voilà, encore un beau film français. C'était mon retour dans les salles après plus de 6 mois d'attente. Eh bien, j'étais content de voir que le cinéma n'a pas changé. Les pubs étaient les mêmes et le film était chiant. Les séminaristes, c'était mon retour aussi. Ah bah dis donc. Et, le conflit, ça la donne envie, rébellion, non, c'est... Ouais. Donc voilà, on va faire une petite pause et on va parler de films un peu plus fun maintenant, mais donc une petite pause musicale avec de la musique aussi un peu plus fun. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Célab et donc c'était Nathanael Cano avec El Capitan qui est mon petit chouchou des Trappes Corridos mexicains, un jeune homme de 21 ans qui en 2 ans de carrière déjà 6 albums et 7 EP et un nombre de featuring impressionnant. C'est mon petit chouchou, écoutez ça. Les Corridos Tumbados, c'est absolument formidable. Et de Capitan, il va peut-être en être question, mais je ne suis pas sûr, car nous allons parler donc de The Last Hillbilly, film de Diansara Bouzagaru et de Thomas Jenko, que Justine a vu. Alors Justine, est-ce que c'est plus fun que les séminaristes et de quoi que ça cause The Last Hillbilly, un truc sur un bouseux probablement? Alors je réponds à ta première question, ce n'est pas du tout plus fun, mais par contre pour mon deuxième retour au cinéma, c'est bon, j'ai chassé le démon et j'ai vu un très bon documentaire. Donc de quoi que ça cause, donc c'est les 2 cinéastes Diansara et Thomas sont allés suivre une famille qui s'appelle la famille Ritchie dans le Kentucky, à l'est du Kentucky, et qui sont les derniers hillbilly, en anglais les derniers pecnos de l'Amérique profonde, rurale. Les cutéreux, comme on dit les cutéreux, si tu veux. Les cutéreux des montagnes, c'est ça, les hillbilly. C'est pas le redneck du Texas, quoi. C'est les gars des Appalaches. C'est les Appalaches, tout à fait. Justified, par exemple. Tout à fait. Donc ils les ont suivis pendant 7 ans, oui, et ils ont eu une centaine d'heures de rush, je crois que c'est 150 heures de rush. Ils ont fait un film, encore une fois, de 1h20, qui est absolument époustouflant. Une BO, alors je sais pas s'il est de mon ton dans la critique de commencer par la BO, mais alors là c'est vraiment magistral. J'ai noté les 2 noms, donc il y a Jay Gambit qui fait plutôt de la noise et Tanya Byrne, pas David Byrne, je crois pas que ce soit sa fille, et donc qui signe une BO très âpre, encore une fois là, très très dense, mais qui n'irrigue pas du tout le film, qui est là à certains moments, à certaines envolées dans la psyché des personnages. Oui, parce que c'est comme souvent le problème dans les documentaires, c'est l'usage de la musique un peu trop intensif et puis intempestif, justement pour pouvoir souligner toutes les émotions des personnages. Sauf que là, il n'y a pas du tout besoin de souligner les émotions des personnages, puisque c'est un film qui est extrêmement à fleur de peau, qui est très 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 sensible. Du coup, on suit cette famille Ritchie avec le monsieur... le perso principal, si on peut dire comme ça, le Brian, qui est donc un père divorcé, qui a plusieurs enfants. On ne sait pas vraiment lesquels dans la famille qu'on suit qui sont ses enfants. Il y a ses parents, ils habitent toujours la même maison, ils étaient miniers avant. Et en fait, le film se déroule en 3 actes, en 3 chapitres. On suit d'une part, dans un premier temps, l'installation un petit peu et la mise en bouche par rapport à toute cette famille, avec les patriarches, avec les matriarches, avec les gamins. Après, on comprend quand même le déclin et la détresse dans laquelle ils sont, puisque c'est des blancs ruraux qui n'ont pas un sou, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, et surtout qui ont une conscience profonde de ce qu'ils représentent pour la société américaine, c'est-à-dire des gens qu'on a vraiment envie d'évacuer, qu'on n'aimerait pas du tout voir à aucun moment, que ce soit dans les médias ou même les croiser dans leur village. C'est des gens qui sont vraiment persona non grata, et ça déjà c'est très fort, et c'est jamais, on n'y va jamais avec les 2 pieds, c'est toujours filmé et mis en scène de façon précise, mais un petit peu reculée, encore une fois comme dans le film de Braque, très très humble. Et en fait on suit leur déambulation au dernier chapitre qui est le plus long du film, qui est vraiment consacré aux gamins, et on comprend en fait la routine et le mode de vie en fait que les parents, les grands-parents et arrière-grands-parents, puisqu'il y a vraiment 4 générations, ont mis en place pour ces enfants-là qui sont censés être le futur, qui en fait sont des enfants qui passent leur journée à s'ennuyer profondément,
à se demander quel est le sens de la vie, mais quel est le sens de leur place aussi dans la société américaine. Et c'est toujours filmé d'une façon, c'est ça, très humble, très reculée. La musique, quelquefois, prend le dessus avec des plans de coupe absolument fabuleux et formidables où on a vraiment toutes les montagnes, en fait. Parce qu'ils sont tout en haut de la montagne. On pourrait croire qu'ils sont tout en haut d'une échelle sociale et qu'ils ont un peu incarné un mode de vie alternatif. Sauf qu'ils sont complètement reclus et livrés à eux-mêmes et ils ne veulent pas être dépendants. Et voilà. Et le personnage principal, le père, Brian Ritchie, est quelqu'un qui a une vraie âme de poète. Et du coup, tout au long du film, il peut déclamer quelques de ses poèmes. On a des fois une voix off qui les reprend aussi. Mais tout ça est très pondéré, arrive de façon très spontanée dans le film. Ça m'a un petit peu fait penser à un cinéaste français aussi qui s'appelle Clément Cogitor, qui va filmer aussi les gens en autarcie qui sont... Dans Braguigno notamment. Exactement. C'est un petit peu film. le même procédé, sauf que là on est vraiment au cœur et tout nous est donné comme ça à l'image. On essaye de faire les liens en fait entre les propres personnages, entre les gamins. Est-ce que c'est le cousin? Est-ce qu'en fait c'est un frère? On les voit grandir en fait au fil de ces 7 années. Et voilà, il y a pas de... En fait, on a l'impression que ce sont des gens complètement déconnectés du monde, qui essayent de se raccrocher tant bien que mal, en fait. Et ça passe vraiment par la voix du père, qui essaie d'inculquer, que ce soit à ses neveux ou à ses enfants, des choses et leur raconter vraiment une histoire qui est celle des Hillbilly. Ça fait très cinéma ethnologique, en fait. Alors oui, dans le fond, non dans la forme, parce qu'on n'est pas... c'est quand même une forme... Il y a quand même un formalisme dans le film. Le film est encore une fois en 4/3 avec une caméra brinque-ballante. Il y a très peu d'effets. Mais par contre, oui, sur le fond, on sent bien qu'ils ont vraiment voulu, les deux cinéastes, s'instaurer dans cette famille et comprendre les enjeux en fait de tout ça. Et le mal-être ressent de façon épidermique à l'image. Et c'est extrêmement beau. Vraiment, c'est super sensible. Et là, c'est un gros conseil. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de films dont on avait parlé en fin d'année dernière, des films de Sébastien Lifshitz avec Petite Fille et puis Adolescente, qui là, justement, en termes de mise en scène, en termes d'usage de la musique et en termes presque de voyeurisme, là, poussait vraiment les potards à fond, où il y avait un truc où c'est pareil, ça suit des gens sur une longue période, mais qui devient justement hyper malaisant par le regard que lui porte sur les gens qu'il filme. Là, c'est totalement ça. Là, c'est vraiment l'antithèse de ce que fait Lifshitz. Et du coup, on n'est vraiment pas du tout dans quelque chose de voyeuriste. Au contraire, on est vraiment juste avec eux et il y a des propositions d'images et de paroles qui sont brutes. C'est jamais déconnecté de ce qu'est vraiment le médium du cinéma, et c'est aussi jamais une caméra intrusive. On sent pas les cinéastes derrière ce film. C'est pour ça que c'est totalement à l'inverse de ce que peut faire Lifshitz, pardon. C'est vraiment quelque chose de très sensible, et autant dans le dispositif parce que ça raconte évidemment. Et du coup, il n'y a jamais cette dimension de faire pleurer dans les chaumières. À aucun moment, la musique, les images, les paroles sont là pour appuyer un quelconque désir de vouloir faire émettre une émotion au spectateur. Au contraire, c'est toujours palpable et c'est toujours fait de façon très saine. D'accord, très bien. Donc c'est The Last Hillbilly de Jensara Buzgaro et de Thomas John Kew, qui est sorti il y a quelques semaines et qui est encore dans les salles à Rennes notamment. On va quitter ce terreau un peu dur pour partir avec Thibaut vers des cimes un peu plus fun, un peu plus riches, dans l'espace. Parce que voilà, Thibaut est un peu notre cinéphile de terrain. C'est un vieux routier et quand il faut voir des merdes, c'est pas le dernier. Des fois, il fait des efforts. Et donc Thibaut, tu as vu 2 films récents. Donc tu as vu Oxygène, notamment de Alexandre Aja, metteur en scène français qui fait des films principalement américains. Or, celui-là, c'est une production française, donc plutôt bon réal de série B. Il y avait Crawl dernièrement, il y avait Horde, donc il a fait le remake de La colline à des yeux, et qui donc là sort son nouveau film, un huis clos dans l'espace avec notre nouvelle copine depuis le film de Michael Bay, Six Underground, Mélanie Laurent. Et bah tu as exactement tout dit. Voilà. Nouveau projet de Alexandre Aja, qui est un cinéaste au demeurant que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. J'aime son approche. Du cinéma un petit peu bourrine, le fils quand même, je le rappelle, de Alexandre Arcadi, qui est un peu notre Francis Ford Coppola à nous. Proposer des relectures de classiques pour les cuisiner un petit peu à sa sauce. Et donc du coup, de quoi que ça cause, Oxygène. Donc c'est l'histoire de Mélanie Laurent
qui se retrouve enfermée dans une capsule, qui se réveille et qui va essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle fout bien ici avec l'aide de l'ordinateur de bord joué par la voix de Mathieu Amalric. On sent le cabotinage. Hein. Alors, gros quand même point positif du film, parce que le film hélas navigue dans une espèce d'entre-deux qui pourrait croire que le film pourrait être centriste, donc c'est quand même assez limité. Un film de centriste. Voilà, ceci n'est pas une qualité. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais hein, néanmoins, je profite de ces quelques de ce court moment pour dire que oui, Mélanie Laurent, après Six Underground de Michael Bay, Mélanie Laurent fait kiffer. Quand même. C'est quand même la grande révélation de ces dernières années, après genre 10 années catastrophiques de merde, quoi. Ici, elle tient le film vraiment à bout de bras et elle redevient peut-être une actrice extrêmement compétente, et puis la voix de Mathieu Amalric fait le taf, donc il n'y a pas de problème là-dessus. En termes de direction d'acteur, on est clairement dans ce qui peut se faire de mieux dans le cinéma de Alexandre Aja. Mais c'est quand même du huis clos avec un personnage, il faut vraiment être sûr de le tenir sur une heure et demie, quoi. Alors le film dure 1h30, c'est toujours appréciable. Alors le problème, c'est pourquoi je disais que c'était un film centriste, un film de l'entre-deux, c'est parce qu'en fait Alexandre Aja donc propose un concept, un ultra huis clos au sein d'une cabine. Mi-con, mi-bon. C'est exactement ça. Au sein d'une cabine qui est très très restreinte, un dispositif qu'on avait pu voir déjà dans le Buried avec Ryan Reynolds de 2010, oui. Il me semble-t-il, de Rodrigo Cortés, me semble-t-il. Ryan Reynolds qui a joué, je le rappelle, dans Six Underground de Michael Bay. Voilà, donc comme ça, tout se retient. Tout est lié. Ou le papy Joel Schumacher avait fait un peu ça dans Fun Game, mais qui justement déjouait le truc voilà, alors, du film autant fermé, chez Schumacher ou Schumacher, je sais pas trop comment on dit, cette manière de désenclaver le huis clos fonctionnait plutôt pas mal, notamment avec l'usage du split screen. Ici, on sent que Aja en fait n'arrive pas à tenir son concept du huis clos et il est obligé par sa mise en scène. Le mec sait faire des beaux plans, bien entendu, ça c'est une évidence, mais on sent que par sa mise en scène, il a besoin d'aérer son huis clos. Et du coup, le film à concept s'étiole un petit peu. Et du coup, je trouve ça extrêmement dommageable de ne pas aller en fait au bout, tout simplement au bout de sa réflexion formelle. C'était déjà le cas dans Buried, si mes souvenirs restent encore. Le film a quand même 10 ans. Hein. Plus ou moins, les souvenirs sont quand même plus ou moins vaporeux, mais c'est ce qui me semblait de Buried. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Autre point dommageable, un peu mi-bon mi-con, un peu centriste, c'est par rapport à son utilisation des thématiques de science-fiction. Donc ici, on parle sur quelque chose, sans trop spoiler le film, mais sur, on va dire, les clones, la fin du monde, peupler une autre planète. Et ici, on voit bien que en fait, toute cette thématique de science-fiction n'est là que pour proposer un effet de suspense, pour tenir en haleine le spectateur, et il n'y a pas de réflexion un peu plus globale, qui prend un petit peu de hauteur, si je peux me permettre. C'est du bis timoré, c'est vraiment de la série B Lofi. Voilà, et en fait, du coup, c'est dommage parce que le film ne propose aucune réflexion par rapport au voyage dans l'espace, par rapport à l'utilisation du clone, par rapport à en fait l'importance de d'énormes firmes multinationales. Et en fait, voilà, donc le film aurait pu proposer un propos politique, ou du moins politico-scientifique, qui aurait été, ma foi, de bon augure. Et ici, en fait, le film reste très très plat, de par, donc du coup, je le disais, une mise en scène qui aère le concept, alors qu'on aurait vraiment gagné à être à 100% reclus, et par un propos, voilà, mi-bon, mi-con, où on ne sait pas trop où il va. Néanmoins, là où le grand mérite d'Alexandre Aja, c'est qu'il y croit. Et il n'y a aucun cynisme de la part de ce cinéaste, et la preuve en est avec un très très beau plan final, qui un petit peu élève le niveau et du coup nous fait passer au final un moment pas si dégueulasse, même si relativement évitable. Donc c'était Oxygène de Alexandre Aja, et on parle de film mi-con, mi-bon, on va parler de film mi-con, mi-con, donc puisque c'est le nouveau film du connard en chef, donc Zack Snyder, qui a sorti son deuxième film cette année après son comment ça s'appelle déjà The Snyder Cut. Oui, là.
de Justice League, voilà, qui durait 4 heures. Là, c'est son nouveau film Army of the Dead, donc qui dure 2h32, donc qui est la suite de son premier film L'Armée des Morts en français, donc le remake de Dawn of the Dead. Et donc Zach a la folie des grandeurs. Il va raconter une histoire de braquage à Las Vegas où une bande de connards finis va essayer de récupérer le magot au milieu de zombies qui maintenant ont évolué, se reproduisent, vivent l'amour. Il y a des animaux et donc une bande de badass motherfuckers awesome, comme dirait Zach, donc va essayer de récupérer tout ce bordel. On n'a pas parlé des films de Zack Snyder dans cette émission depuis le catastrophique Sucker Punch, le film qui a failli mettre fin à mon amitié avec Air Force One Flockley, à qui j'en veux encore d'ailleurs. Et donc, que vaut ce nouveau film de notre ami Zack Snyder, l'homme qui aime filmer au ralenti, et s'il filmait ses films à vitesse normale, il ferait 1 heure de moins. Alors, je fais pas partie des gros haters de Zack Snyder. Je trouve que c'est un cinéaste. Je suis pas fan. Hein. Je trouve que c'est un cinéaste qui est complètement con, bien entendu. Alors ici, on va pas partir sur, on va pas reparler de son remake totalement dépolitisé du film de Romero. Mais qui pour le coup était assez fun. Il y avait vraiment un petit film d'action sympathique. Le problème en fait, c'était quand même un peu con. Oui. Et le problème du film de zombie, c'est que le film de zombie est foncièrement social ou foncièrement politique. Preuve en est avec l'anthologie que j'encourage tout le monde à lire, donc Politique des zombies sous la direction de Jean-Baptiste Toré. Et ici, il y a quelque chose qui est très intéressant. Comment dire ? Le zombie a toujours été un révélateur soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire il va montrer tout ce que les personnages hors zombies, donc les personnages, on va dire réels, ont de plus mauvais au sein de la société. Révélateur intérieur, c'est-à-dire que les zombies vont nous montrer ce qui est inné dans notre société, et c'est le film de Romero, donc le zombie de Romero, c'est quand quand les zombies vont dans le centre commercial. Pour le côté extérieur, c'est par exemple tout le racisme qui se trouve dans les personnages du premier volet de la trilogie de la trilogie de la Nuit des Morts Vivants. Je fais exprès de parler de trilogie. Et ici, il y a un point qui est très intéressant, et tu vois que le mec a quand même bossé son film de zombie, c'est par rapport à ce côté inné, ce révélateur inné, ce révélateur intérieur. Et ce qui m'a plu, c'est que Snyder fait qu'est-ce qui fait foncièrement l'âme humaine et qu'est-ce qui est inné chez l'humain, c'est l'amour. Et ça m'a plu. Voilà, mon petit cœur d'artichaut en fait a fondu. Est-ce que t'as pleuré, Thibaut ? Non, mais mon petit cœur d'artichaut a un petit peu fondu devant cette relation entre un couple zombie qui fonctionne plutôt pas mal, avec une utilisation qui fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, le problème, c'est que ces quelques plans là, il doit y avoir 10 plans, 15 plans là-dessus, et que le film en fait 2h32, et que des plans, il y en a un nombre incalculable. Alors, mis à part ce côté, cette histoire d'amour zombie avec une vraie tragédie, enfin, il y a vraiment quelque chose. Il a poussé les potards à ce niveau-là, et je trouve que c'est assez sain de sa part. Mais à côté de ça, toute l'écriture est à chier, mais c'est même pas possible d'y penser. Alors, on va parler sur le charisme tout relatif des personnages qui jouent tous comme des merdes. Tout et tous. C'est pas vraiment un directeur d'acteur. Comme des merdes, mais c'est surtout l'écriture. Même Gerard Butler est pas. C'est-à-dire qu'en fait, le film dure 2h30 et que 2 heures. Le nœud scénaristique pourrait être réglé en grosso merdo 30 minutes. 2h30. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a une histoire parallèle qui se met en place. On s'en fout. Les personnages s'en foutent. Le spectateur s'en fout. Zack Snyder s'en fout. Tout le monde s'en tape, mais alors royal. Et pourtant, on va continuer. Un film bat les couilles, quoi. Ouais, alors le truc c'est que cette écriture-là, alors on va passer sur les flous de Zack Snyder, on va pas commenter sa forme trop profondément parce que le film est flou avec des artifices de post-production en fait dont on sait même pas donc du coup on sait même pas sûr s'il utilise vraiment les focales, mais il y a ce côté trop con, trop bourrin, avec des allusions à peine cachées à Trump qui sont aussi légères qu'un tractopelle. Donc le film ne raconte rien, et quand il le raconte très mal, et c'est très très long. Et on va passer sur le côté pop. Générique du début qui est pop, il a pompé ça sur le Zombieland de Ruben Fleischer. Et ça finit sur le titre zombie de Cardigans. Subtilité. Non, des cranberries. Oh là là, le clicheton. Le clicheton. Le problème, c'est que alors les cranberries. Jamais ça en soirée. Là. Non, le problème, c'est que le zombie des cranberries est une chanson politique qui parle du conflit nord-irlandais. Et ici, en fait, ici, ça n'a strictement rien à voir. Donc, pour l'histoire d'amour avec les zombies, ça dure
15 minutes, 20 minutes, tout le reste, c'est nul à chier. D'accord, excellent, merci. Moi, je vais faire extrêmement rapidement. C'est le nouveau film de Guy Ritchie, donc qui s'appelle Un homme en colère, Wrath of a Man, avec mon copain Jason Statham, remake du Convoyeur de Nicolas Boukrieff. C'est nul. Voilà, j'ai pas vraiment envie d'argumenter. C'est surtout extrêmement chiant, c'est surécrit, c'est surpénible. Il s'est un peu calmé dans sa mise en scène, mais vu qu'il ne sait toujours pas mettre en scène, bah du coup, c'est encore plus pénible. Il y a plus ces gros effets de kéké, mais du coup, c'est chiant. Voilà. Donc c'était Un homme en colère qui sort demain, n'y allez pas. En plus, il est déjà sur Internet. Voilà, c'était rapide, désolé, j'ai pas trop le temps d'argumenter. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Carrément Fleuret. Coup de cœur, ça va être The Quiet Earth de Geoff Murphy, cinéaste néo-zélandais, film post-apocalyptique qu'il a réalisé après son excellentissime, formidable chef-d'œuvresque Hutu. Et ici, un post-apo moins politique mais plus sentimental qui, du coup, pourrait faire penser à un autre excellent post-apo de 59 qui s'appelle, si je ne m'abuse, Le Monde, la chair et le diable. Oui. Exactement. Voilà, qui est absolument. Avec Harry Belafonte. Donc voilà, film formidable. Donc le film de 59, très politique. Ici, beaucoup plus sentimental. Séquence finale de dingue. Merci. Le dernier survivant, si mes souvenirs sont bons, le titre français du film. Me semble-t-il, oui. Le dernier survivant. Et ben justement, à vous, docteur Erwan. Alors moi, dans un autre genre, voilà, un peu plus contestable peut-être aujourd'hui, mais très sympathique, c'est le Masque de Fu Manchu de Don Sharp, film de 1965 avec Christopher Lee en affreux docteur Fu Manchu, et un film donc qui est rempli d'officiers britanniques pleins de morgue et de vilains chinois qui essayent de renverser le pouvoir et de faire des complots et d'empoisonner tout le monde. Donc documentaire. Voilà, donc c'est un film dont on n'est pas prévoir de voir le remake, je pense, prochainement. Alex de l'Iglesia avait voulu faire un remake il y a une quinzaine d'années avec Antonio Banderas. Le film n'a jamais pu se monter. Mais c'est un côté, alors comment dire, Fu Manchu, c'est un côté roman feuilleton. Voilà, c'est vraiment du roman feuilleton début de siècle et tout ça. Donc ça a ce côté un peu sympatoche des romans feuilletons. Et comme c'est le premier de la série, il y a encore un peu de pognon dans les décors, donc ça tient. Et Christopher Lee est tout à fait diabolique, chinois. Diabolique et tout à fait à l'aise en vilain chinois. Voilà. Donc, d'accord, merci docteur. Justine. C'est un roman, le premier volume d'une série qui s'appelle The Expanse, et c'est un bon space opéra comme on les aime, pas du tout cuculapraline, avec plein de vaisseaux et plein de guéguerres, et voilà, c'est formidable, c'est très plaisant à lire. C'est très bien écrit. Ils sont deux. C'est James A. Corey, le pseudo d'auteur. Le nom d'emprunt. Voilà. Et c'est très bien. Il y a une série qui a été adaptée il y a quelques années de ça, qui est plutôt cheap et plutôt pas mal. Donc voilà. Si vous aimez la SF pas cucu, foncez. D'accord, merci. Et moi, pour finir, donc, ce sera le documentaire de 1984 de Martin Bell, Streetwise, qui suit des gamins SDF, ou bien plutôt des marginaux, on va dire, dans les rues de Seattle pendant à peu près un an. Donc ultra funky, vous l'aurez bien compris, des destins pas toujours très joyeux, mais un très très beau documentaire. Et là aussi une approche de la vie et une manière de filmer les personnages qui est absolument bouleversante. Je vous le recommande chaudement. C'est un très très grand documentaire. On va devoir s'arrêter là. Donc on était à toute berzingue. Donc programme fourre-tout. On a parlé de plein de choses, des trucs à chier et des trucs sympas. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Bob Zemeckis. Merci messieurs, merci mademoiselle, merci à Valentin à la technique. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.